mon premier live en tout cas en tant que créateur de Osayomoko. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment on est arrivé à aujourd'hui. L'histoire derrière ce logo, d'où ça vient, comment ça a commencé, un peu de mon parcours, ma jeunesse, mon éducation, mes inspirations, mes motivations. Donc, en espérant que beaucoup de gens regardent cette vidéo, que vous partagez, je vais la reposter dans, dans tous mes réseaux. Je vais la reposter sur Facebook, je vais la reposter sur YouTube, sur Instagram, en partie par partie. Donc, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite à vous expliquer mon parcours et comment on est arrivé à ce logo, Osayomoko. Donc, mon nom est Kenzo Capella, 35 ans. Euh, je suis au Canada depuis 1999. J'ai fait toute ma scolarité ici. J'ai des origines européennes et africaines, plus précisément belges, congolais. Et pour débuter mon histoire, je vais parler dans le cadre de l'éducation artistique et qu'est-ce qui a mené mon éducation à travers les années du primaire jusqu'à mon AEC en animation 3D. Donc, petit, je suis allé au primaire, comme vous le savez. Je suis allé au primaire au Canada, plus précisément à Ville-Saint-Laurent, à Henri-Beaulieu. Mes matières préférées, c'était éducation physique, art plastique et éthique. Donc, j'ai vraiment percé là-dedans. C'était mes secteurs forts. Mais avec des parents africains, c'est mathématiques, sciences, français qui sont toujours les matières mises en avant. Et que même si tu ramenais un 98% en art plastique ou en sport, pour eux, c'était quelque chose de facile ou c'était des points gratuits, comme mon père aimait dire. Donc, après ça, je suis arrivé au secondaire. Et un peu la même chose, j'étais en concentration sport, mais avec beaucoup de faiblesses en mathématiques. Je détestais les maths et je déteste les maths jusqu'à aujourd'hui. J'ai un grand respect pour tout le monde qui font des maths, surtout des maths avancées. Et avec le temps, j'ai compris que souvent, ces gens-là avaient des bons professeurs ou des parents qui les donnaient des trucs sur comment voir les maths différents. Je suis allé au secondaire à Ville-Saint-Laurent, à Émile Legault bien précisément. J'ai fait des options et en concentration sport. Donc, la moitié de ma vie était vraiment que du sport. Et encore là, art plastique était ma matière préférée et ma bête noire, c'était le français. Malgré que le français est une langue pas maternelle, parce que ma langue maternelle serait le lingala de ma maman, qui me parlait lingala souvent. Mon père, beaucoup plus le français. Mais malgré que j'avais cette facilité avec la langue de Molière, j'ai jamais été bon en orthographe. Et si vous savez quelque chose, c'est qu'au Québec, au Québec, qu'est-ce que je pourrais raconter? 40% est donné à l'orthographe. Donc, dès que tu fais plus de 40 fautes dans 200 mots, tu pars à 60%. Donc, j'avais souvent des 50 sur 100, 55 sur 100 parce que la syntaxe était bonne, l'histoire était soutenue, mais l'orthographe était tout le temps pourrie. J'avais un problème avec euh, le pluriel et le féminin. Et une anecdote, c'est seulement en secondaire 5 que j'avais Madame de la Fontaine, SO Madame de la Fontaine, qui m'a vraiment mis sur le côté et qui m'a dit que j'allais pas avoir mon diplôme d'études secondaires si je passais pas son cours de français. Donc, big shout out à elle. Je me suis concentré vraiment sur cette année-là en français et j'ai pu avoir, je pense, un 65-70% à l'examen du ministère de français. Donc, après ça, ça m'a facilité dans l'écriture et dans beaucoup d'autres choses. Euh, Pendant mon secondaire, je jouais beaucoup au soccer. J'ai beaucoup joué au soccer durant mon enfance. Et mon rêve, c'était de même d'être professionnel, malgré que je savais qu'au Canada, les chances étaient maigres. J'ai joué au soccer et c'était mon seul et unique but dans la vie, c'était d'être un joueur de soccer. So, quand on me demandait, étant petit, qu'est-ce que je voulais faire, j'ai répondu, je veux être du footballeur professionnel. Et beaucoup de gens me disaient, tu sais, il faut que tu aies d'autres options dans la vie parce que ça va être quand même difficile dans les années 2010 d'intégrer par exemple l'impact ou de jouer à la MLS. C'était pas encore, il n'y avait pas encore un grand investissement par rapport
sport professionnel, surtout le soccer au Canada. C'est une terre de baseball, de hockey, mais pas trop, disons, comme vous pouvez voir en 2026, la Coupe du Monde est au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Donc, ça, les jeunes qui étaient derrière nous, les dernières générations, eux, ils ont beaucoup de chance par rapport à ça. Et on peut remarquer le parcours. Et Ville-Saint-Laurent a produit beaucoup de talents qui sont maintenant un peu aux États-Unis et qui commencent à faire leur parcours en Europe. Mais c'est ça. Au secondaire, moi, j'étais un fou de soccer. Je joue au soccer tous les jours, tout le temps. Je suis un passionné. Pour moi, c'était une forme d'art, une forme d'expression. C'était une forme de, comment je pourrais dire, d'évasion de la vie du quotidien, des difficultés du quotidien. Donc, à chaque fois que j'avais la chance de jouer au soccer, matin, midi, soir, j'ai joué. En simultané de ma passion pour être un joueur de soccer, j'aimais beaucoup la musique, surtout la musique de mon pays, du Congo. C'est la musique primaire grâce à, à ma mère. Donc, grâce à ma mère, elle écoutait beaucoup de Koffi Olomide, du Fally, de Franco. Mon père était plus axé sur la musique franco-française, mais aussi folklorique, qui étaient les Bayoudas du Congo, qui sont un groupe folklorique du Kasaï oriental et qui faisait des chansons, beaucoup de percussions avec du ndombolo, mais un peu plus, comment dire, du moutouachi, comme on appelle chez les Balouba. Et donc, malgré que je comprenais pas trop les paroles, la sonorité était très, très, très envoûtante. La musique est ma deuxième grande passion dans la vie après, ou même la troisième, parce que l'art a une grosse partie, ou je pourrais dire une deuxième. La musique porte vraiment une grosse partie de ma vie. Comme le soccer, c'était des moments d'inspiration, d'évasion. Donc, beaucoup d'artistes ont influencé ma vie, mais on va en revenir plus tard. Donc, après mon secondaire, euh, je fais un internship à EA Games. Et sans le vouloir, on te cherche, comment dire, tu remplis une feuille d'infos ou qu'est-ce qui serait tes moments ou qu'est-ce qui serait tes perspectives d'emploi dans le futur. Et en secondaire 3, il y avait un prof de mathématiques qui m'a fait découvrir l'animation 3D. Et lui, il offrait ça dans une école privée. Et il nous a donné quelques cours où il demandait au directeur de nous introduire à l'informatique et à l'animation 3D. Et c'est comme ça qu'en secondaire 5, je demande de faire des études ou de faire un parcours professionnel dans le monde du jeu vidéo. Donc, sans trop m'attendre à rien du tout, à la fin de mon diplôme d'études secondaires 5, je demande si je pourrais faire un essai dans une compagnie de jeux vidéo. Et grâce au contact, et merci beaucoup encore à Émile Legault et à ce directeur-là, que je ne me rappelle pas vraiment son nom, mais qui m'appréciait vraiment pour ma façon d'être et ma gentillesse, m'a pistonné à EA Games et j'étais qualifié Insurance Tester à EA Games pour le jeu Sport Hero en 2009 qui est sorti sur la Wii. Donc pendant 2 mois, j'avais une badge magnétique et je rentrais dans EA Games qui était sur McGill University, ouais, proche de Sainte-Catherine. C'est là où il y avait les bureaux de EA Games. Donc, à partir de là, j'ai passé 2 ou 3 mois dans un environnement où j'ai pu baigner dans le monde du jeu vidéo et des demandes et du stress du monde des jeux vidéo. J'ai pu demander des questions, voir des développeurs, des concept artistes, des développeurs, des sound engineers et voir comment le milieu professionnel était là et que souvent on nous donnait beaucoup d'astuces et les gens étaient vraiment derrière nous. On nous donnait vraiment comme conseil de travailler, travailler, tout le temps travailler. Il faut travailler. Dans la vie, il faut travailler. Il faut être un passionné de ça. Et que, en fait, c'est que tu faisais aller te donner comment dire, aller donner des résultats, quoi, par rapport au travail. Donc, après mes études de secondaire, je continuais à vouloir toujours être un joueur de foot. C'était ma priorité numéro un. Mais je commençais aussi à me dire qu'il faudrait que je m'oriente sur quelque chose d'autre. Et j'ai passé beaucoup de temps seul à me demander qu'est-ce que j'aimerais bien faire plus tard, à part que du moment où le joueur de soccer en moi ne fonctionnerait pas ou que je ne pourrais pas accomplir ce rêve. Donc, j'intègre le Cégep Onsic à Montréal, dans le Grand Montréal, et je fais les try-outs, les essais pour jouer dans l'équipe 3A pour essayer de me donner une dernière chance. À ce moment-là encore, le soccer prend une grande place et je ne suis pas accepté au premier tour je suis pas accepté au premier tour
en graphisme. Donc, je m'en vais faire un essai en tant que je fais des cours en infographie et préimpression. C'est là que je tombe dans le monde de Photoshop et je n'ai pas du tout fini ce diplôme d'études collégiales. En fait, j'ai fait 3 ans là-bas et je vivais une pression de vouloir terminer ce que j'ai commencé tout en sachant que je n'aimais pas ce que je faisais. Mais j'ai découvert Photoshop et Photoshop aujourd'hui est un des outils les plus importants de ma jeune carrière d'artiste. J'ai fait tous les 3 cours de Photoshop. J'ai appris à imprimer, j'ai appris à calibrer une imprimante, j'ai appris à calibrer un moniteur d'ordinateur. C'était des moments aussi très difficiles dans ma vie parce que mes parents vivaient une séparation et à ce moment-là, personnellement, j'avais encore beaucoup de doutes par rapport à ma personne. Et c'est dans le dessin, encore une fois, que quelque chose que je fais depuis que je suis petit, que j'ai passé la plupart de mon temps quand je n'avais pas à jouer au soccer ou quand il y avait des journées où j'avais pas d'entraînement, rien du tout, je dessinais. Et je dessinais beaucoup et je gardais aucun de mes dessins parce que je sentais qu'aucun de mes dessins ne me faisait plaisir. Donc je dessinais pour passer mon temps. Et après, à la fin de ma session de dessin, je pliais la feuille, je la déchirais, je la mettais en boule, je faisais des ballons avec, poubelle. J'ai peut-être mis peut-être 10 000 feuilles blanches de dessin à la poubelle parce que je les trouvais juste pas bons. Mais avec la pratique, je dessinais beaucoup de DBZ à cette époque-là. Son Goku a été mon cobaye préféré. Donc, à la fin de mon AEC de mon deck qui n'a pas été terminé, je lâche mon deck parce que je trouve que je vais jamais le terminer et que, bon, euh, ça va être trop long de terminer ce deck. Parce qu'en plus, il faut savoir que dans les decks techniques à Montréal, c'est que si tu rates un cours durant la session d'automne, mais la session d'hiver, tu ne peux pas faire ce cours. Il faut que tu attends encore la session d'après. Faut attendre 1 an pour reprendre ce cours. Donc, pendant que tu progresses dans ce cours-là, dans d'autres cours et que tu avances, ce cours-là te met 1 an en retard techniquement. Donc, vous comprenez vite que ça m'aurait pris 5 ans finir ça. Et j'ai juste décidé de lâcher un bonjour, j'ai dit à personne. Et pendant ce temps-là, j'ai décidé de commencer à travailler et je me cherchais une autre orientation sans faire tous les cours de base, philo, n'importe quoi, français, n'importe quoi. Tous ces cours-là que je trouvais vraiment nuls et plates, comme on dit au Québec, sans intérêt de ma part. Donc, c'est là où je fais, après que je travaillais au Pizza Hut, je me suis inscrit à AEC en animation 3, AEC en animation 3D et design. Et c'est là que je découvre ma passion en tant qu'artiste, quoi. Il faut dire qu'entre mon AEC et mon deck, cet été-là, en essayant de me concentrer sur mon deck, ben, je décide de lâcher mon rêve d'être un joueur de soccer professionnel ou un joueur de footballeur professionnel. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était quelque chose qui arrivait à canaliser beaucoup de mes peines et de mon énergie négative. Quand j'étais sur un terrain de foot et que je jouais ou que j'étais avec mes coéquipiers, j'avais un but, c'était de gagner, c'était de marquer, c'était de prendre du plaisir. Et un soir, après un entraînement vraiment rugueux sous la pluie, parce qu'il faut dire que dans les, dans, au collège, euh, au collège antique, les entraînements étaient après les cours, donc après 18 heures. Donc tu passais peut-être toute la journée, tu faisais 4-5 cours durant la journée et en soirée, tu avais ton entraînement de 19h à 21h. Donc quand tu n'as pas des gens à côté de toi qui peuvent venir te chercher, qui peuvent t'accompagner dans cette démarche d'accomplir ton rêve, c'est très difficile de prendre le bus le soir, trempé au complet avec ton sac de sport, rentrer à la maison. Euh, et si ta situation familiale n'est pas au top, ben, tu vas avoir beaucoup de difficultés à progresser dans ce que tu veux. Donc, un petit conseil aux jeunes qui s'envoient dans des grands rêves, assurez-vous d'avoir des gens autour de vous pour vous soutenir et considérez beaucoup les gens qui sont autour de vous lors de votre accomplissement de votre rêve parce que ça va jamais être facile et ces gens-là qui sont autour de vous, qui donnent de leur temps pour vous soutenir, ben en fait, c'est à eux que vous allez devoir quelque chose après parce que sans soutien, on n'arrive nulle part. Si vous regardez bien tous les athlètes qui ont accompli des grosses choses dans ce monde, ben en fait, il y a toujours une ou deux personnes autour d'eux
qui en fait ont fait des sacrifices eux-mêmes pour pouvoir en fait amener leurs enfants ou leurs neveux, dans certains cas, au prochain niveau. Donc, ils ont souffert ensemble, ils ont passé des moments difficiles ensemble. Mais faire de grandes choses tout seul dans la vie, c'est assez dur. Il faut un bon mental. Faut qu'en haut, vous soyez très fort. Et dans ces conditions-là, sachant que j'étais au Québec, sachant qu'il n'y avait pas de différentes divisions, il y avait la MLS et il n'y avait pas encore le monde semi-pro comme maintenant, où tu pouvais au moins jouer du foot d'un certain niveau pour se faire remarquer par quelqu'un, tu vois, comme en Belgique ou en France ou en Suisse ou même en Afrique, rendu là, hein, dans les années 2000-2010, ben, tu as beaucoup plus de chances qu'un entraîneur ou un détecteur te trouve et te promette ciel et monde qu'au Canada. Au Canada, autour du foot de jeunes, il n'y avait pas beaucoup de monsieur qui regardaient quel est le talent à développer. Ici, ce que je peux dire, c'est que si tu n'as pas un talent qui saute directement aux yeux, tu as très peu de chances de réussir, car le développement n'est pas encore rendu là. Donc, pour progresser, je suis rendu à mon AEC, je travaille, je me sens vraiment seul à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui remplace le foot. Tout, c'est l'art en fait, c'est l'animation 3D, c'est Photoshop, c'est ce monde vaste qui est de la vidéo, la photo. Donc pendant 18 mois, je suis des cours intensifs en animation 3D et design, je fais du caractère développement, du storyboarding, je fais de l'animation 2D, je fais de l'animation 3D, je utilise Maya 3D. Donc à ce moment-là, je suis en plein dedans, je n'étais jamais passionné comme ça de toute ma vie en fait. Depuis que j'ai commencé les études, mais en fait, j'ai jamais été passionné comme ça par quelque chose. L'animation 3D m'a directement orienté dans c'est ça que je veux faire dans la vie. Et je ne savais pas exactement dans quel cadre je voulais travailler, si je voulais faire du concept, si je voulais faire du développement d'histoire, mais je savais que c'était dans ça que moi, je voulais travailler. C'est dans ce monde que je voulais me retrouver, dans le monde de la vidéo et de la photo. Et comment dire, en même temps qu'il y a ça, ben encore la musique qui est là. J'écoute beaucoup de musique. J'ai beaucoup d'influences d'artistes, musiciens, et que je vais venir avec à un moment donné. Mais en vérité, à ce moment-là, dans mon AEC, la chose qui me marque le plus, en vérité, vers la fin de mon AEC, c'est que je fais mon stage à l'école avec mon prof, qui s'appelle, oh mon Dieu, j'allais lui donner Joyce, mon premier, qui était un excellent dessinateur de bande dessinée et qui faisait aussi ZBrush et qui faisait des gargouilles, des espèces de monstres, robots, sci-fi. Il était trop fort ce monsieur. C'était aussi un des hommes qui m'a beaucoup influencé, car lui, il est passé son histoire, il me l'a raconté, il est passé de rien du tout à être professeur et chargé de cours au collège où j'étais. Et c'était incroyable qu'est-ce qu'il faisait, les dessins qu'il faisait. Il était super fier de lui. Il avait réussi dans la vie grâce à l'art, grâce au dessin, grâce à l'animation 3D, grâce à la 3D en fait. Donc ça m'a vraiment motivé à parcourir ce chemin. Et il m'a donné une petite masterclass en édition, en montage vidéo et effets spéciaux. Et à partir de là, après Photoshop, je suis tombé en amour avec Premiere Pro. À la fin de mon stage, je commence à me lancer je suis avec toujours cette pensée d'entrepreneur, de comment faire mes choses tout seul. J'avais une Nikon D5500 qui prenait des très belles photos et qui faisait des clips en Full HD 1080. Donc, je commence à réaliser quelques petits clips de danse pour mes amis ici et là. Je commence à faire des photos dans quelques clubs. Je fais pas des photos professionnelles parce que à cette époque-là, je me considérais pas comme un artiste accompli et qui avait la crédibilité encore pour charger aux gens les prix que je voyais. Je me disais, oh my God, comment ces gens-là font pour charger des 500, des 1000 dollars aux gens pour faire de la photo, ce qui était complètement inconcevable à cette époque-là. Bon, on est en 2014, 2015, donc je commence à juste dire à mes amis, oh, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire des vidéos, je suis là, je peux faire une vidéo pour toi, je peux faire quelques photos pour toi, nanana, pour dépanner, tout ça. Jusqu'à là, je ne le fais pas dans le but que c'est ça que je veux faire. Jusqu'à quand je commence à travailler avec Brice, qui est mon partenaire d'affaires indigène, et que je commence à prendre sérieusement l'idée de faire une compagnie de vidéo. Donc, je fais Indigène Pro en 2018,
qui est une compagnie de multi-caméra, streaming et enregistrement. On fait des podcasts, on fait des, 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 des concerts, on filme à la radio. Jusqu'à maintenant, on travaille à CIBL. Shout out Aldo Gizmo, shout out Rusty Ross, shout out Slack Z, shout out B-Brain. Euh, et, et shout out à tout ce beau monde, en fait, tu vois, qui m'ont donné de la place et qui m'ont donné une certaine importance quand j'ai commencé Indigène Production. Ça, c'est juste la parenthèse pour ce que je fais en amont de mon art, qui est du graphic design, qui est Osayomoko, qui a aussi commencé en 2017, mais que je vais vous revenir en détail pour vous expliquer en fait à partir de 2017 comment je rentre dans ce délire de créer une marque de, de graphic design en fait. Pas une marque de vêtements, parce qu'une marque de vêtements, il faudra apprendre à faire de la couture, il faudra apprendre à faire beaucoup de choses, mais je me considère pas comme un couturier. Je me considère plus comme un visual artist. Donc, je vais vous parler des inspirations que vous allez retrouver dans Osayomoko. Ma première inspiration, c'est dans le monde de la musique. Et même avant d'être inspiré par tous ces grands artistes, en fait, il faut savoir qu'au début de mon secondaire, j'allais à l'église de néo-apostolique, donc une église chrétienne. Et j'ai chanté à la chorale pendant un moment, quand j'avais encore ma voix soprano. Et j'ai joué du violon pendant 3 ans. J'ai joué du violon pendant 3 ans, donc j'ai fait toute mon entrée, j'ai appris à lire les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. J'ai passé mon cours de novice en fait. J'ai failli lâcher même tellement que je trouvais ça pas intéressant parce que mon père m'a dit le prof de musique de l'église il donne des cours de violon donc j'aimerais bien que tu t'essayes. Mais moi à ce moment-là il y avait juste du soccer dans ma tête. Donc pour le faire plaisir à mon père je décide de faire du violon et la première année ce qui était fait en plein été j'ai détesté ça et j'ai eu une discussion avec mon prof de violon qui me dit en fait que lui, il est en train de m'enseigner gratuitement et que si moi je suis pas intéressé, que je lui dise tout de suite que je ne suis pas intéressé et qu'on arrête à partir de là. Donc moi qui est une personne très sensible et qui a de la difficulté aussi avec ses émotions, ben en fait je me mets à pleurer devant lui parce que je sens que je suis en train de le laisser tomber et que je suis en train de laisser aussi tomber mon père. Parce que si mon père apprend que moi je suis pas intéressé, que je fais pas mes devoirs et que je pratique pas, ben il va être aussi triste en vérité, ou il va être il va être triste. Donc en fait, je m'applique à ce moment-là pour mon amour de la musique, ben je me donne une chance dans le violon et en m'appliquant, parce qu'au début le violon, il faut savoir que c'est un instrument très dur, très très dur à apprendre. Parce que quand tu maîtrises pas bien cet instrument, il sonne directement faux. Et il faut vraiment avoir une oreille vraiment développée pour comprendre que tu es en train de bien jouer. Et il faut aussi avoir un instrument bien accordé. J'ai peut-être pratiqué pendant un mois avec un violon désaccordé. Et la journée où mon prof est venu m'évaluer, en fait, il a découvert que je jouais avec un instrument désaccordé et qu'en fait, je pratiquais mon poignet, je pratiquais toutes les bonnes techniques, sauf que je ne m'étais pas rendu compte à ce moment-là que je jouais avec un instrument désaccordé. Et cet instrument a été offert par ce monsieur. Donc, en vérité, ma famille a déboursé $0 pour que j'aie des cours de violon. Et il faut savoir que ce monsieur, que je ne me rappelle pas le nom, dommage, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que je n'ai pas rencontré ce monsieur. En fait, il joue au conservatoire de McGill University. Je suis allé à un de ses prestations. Lui, il jouait du violoncelle, je pense, qui est le violon en haut du petit violon. Et donc, il a été vraiment impressionné après 2 mois de ma capacité à apprendre. Et il m'a même dit, tu as vu, quand tu mets du sien, ben, les choses se passent. Et tu as vraiment évolué. Il était même surpris de mon évolution, de ma façon d'être dédiqué. Il m'a parlé une fois, puis après une fois, mon mindset avait complètement changé. Je m'y étais mis vraiment à fond. Et il m'a même dit qu'à un certain moment, bon, je vois que tu es vraiment dedans et j'ai une surprise pour toi. Est-ce que tu serais prêt à faire un spectacle pour le Noël qui arrivait? Donc, j'étais tout chaud pendant 6 mois. J'ai pratiqué comme un malade et tout. Et il m'a demandé il m'a même accompagné au violon. Il m'a accompagné au violon
pendant ce spectacle. Et c'était la première fois dans ma vie que j'avais autant d'attention devant moi. Et j'ai vraiment aimé cette attention. Et il y avait un de ses élèves que je connaissais, mais que je savais pas qu'il avait joué du violon, parce que je sais pas pourquoi lui il nous cachait qu'il jouait du violon. Et on était un trio à cette journée-là à l'église Néo à Laval. Pour ceux qui vont comprendre ou ceux qui connaissent un peu cet environnement-là, ils vont comprendre, ou cette église-là, ils vont comprendre de quoi je parle. Donc, à cette fête de Noël du 25 décembre, donc, toute la communauté de Québec est à cette grande église et moi, je fais mon spectacle en fait. Et avec mon prof de violon et son ancien élève. Et à un certain moment, il y a une partie où moi et cet élève-là, on doit jouer ensemble parce que lui, il nous accompagne en fait. Donc, pendant, je sais pas, 4 ou 8 mesures, je me retrouve à jouer tout seul parce que les deux, ils ont arrêté de jouer. L'accompagnateur, donc, il arrête de jouer parce que c'est pas sa mesure. Mais son élève, lui, il arrête parce que, en fait, il comprend pas que moi et lui, on est en duo, en fait. Donc, moi, je continue à jouer comme si tout était normal et tout se passe bien. Et en même temps, à ce moment-là, je comprends que le stress est une bonne chose et la préparation est une deuxième grande chose. Être préparé, ça, ça, être préparé, c'est la clé du succès. Si j'avais pas pratiqué autant cette journée-là, si à ce moment-là, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait et que j'étais pas prêt à continuer, donc j'allais craquer. Mais j'étais prêt, donc tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Et c'est un des premiers moments de ma vie où je me sens vu, où je me sens regardé, où je me sens et on me donne de l'attention pour ce que je fais et qui était valable. Donc à partir de là, c'est le deuxième moment dans ma vie où j'ai un gros switch, ou le troisième moment où j'ai un gros switch dans qu'est-ce que je veux faire et je me dis waouh, dans la musique, il y a quelque chose à faire. Sauf que quelques temps après, ce prof-là qui me donnait des cours gratuits et qui allait au prochain niveau, ben, lui, il a quitté. Il allait retourner vivre dans son pays avec sa nouvelle famille. Ben, pas sa nouvelle famille, mais il venait d'être marié, il venait d'avoir un enfant, il a eu une opportunité à retourner dans son pays, donc il retourne au pays avec tout son savoir et moi je reste là et mes parents, ce qui est dommage, ne peuvent pas suivre à cette époque-là les cours de violon. C'est extrêmement cher les cours de violon, si vous ne savez pas, c'est des affaires à cette époque-là, je pense que c'était du cadre du 25 à 30 dollars de l'heure et au niveau où je m'en allais, ça allait leur coûter vraiment cher. Donc mes parents me font comprendre assez vite qu'ils n'ont pas l'argent pour que je continue à jouer pour que je continue à jouer au violon. Et donc ça s'arrête subitement. Donc une autre déception. Comme souvent dans la vie, j'ai une autre déception où je ne peux plus jouer au violon en fait. Quelque chose que j'ai appris à aimer et que j'ai appris à être passionné dedans. Ben maintenant ça s'arrête tout court. Donc le violon, comme je n'ai plus de prof pour soutenir, pour superviser mon parcours, donc c'est qui devient une grande inspiration dans ma vie, qui me fait comprendre quelque chose, à ce même moment, s'arrête directement. Et vous ne pouvez pas comprendre comment un violon qui dort pendant un mois en dessous de ton lit se désaccorde assez vite. Parce que le violon, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les cordes sont vraiment tendues à une certaine tension. Puis avec l'humidité, ben, le violon se désaccorde jusqu'à perdre toute sa tension. Et quand vous essayez d'y jouer, ben, s'il n'y a personne qui s'y connaît pour accorder ton violon, ben, tu ne vas plus pouvoir y jouer. Et accorder un violon, c'est assez compliqué. Si tu ne connais pas la technique, si tu n'as pas les instruments pour l'accorder, tu vas casser les cordes et une corde de violon coûte assez cher. C'est pas c'est pas 100 dollars, mais ça coûte assez cher une corde de violon. Donc à partir de là, je ne joue plus au violon, donc je me concentre vraiment sur un premier échec. Donc pour revenir dans mes inspirations qui étaient la musique, j'ai fait du violon pendant 3 ans et j'ai fait un seul spectacle. Comme je l'ai dit au début, dans mes inspirations musicales, il y a le groupe folklorique des Bayoudas du Congo, qui est un groupe qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup bercé pendant mon enfance. Il y a Fally Ipupa, qui jusqu'à aujourd'hui est un grand role model pour moi, un modèle vraiment de perspicacité, qui a fait une carrière dans un groupe pendant 8 ans et qu'à 28 ans, il a commencé sa carrière solo et que 20 ans plus tard, il a fait un double Stade de France. Donc,
peux pas avoir un plus grand modèle que ça, qui est dans ta communauté, que tu as vu grandir, que tu as vu son parcours. Le gars qui mettait, qui s'attachait les jeux avec des tresses, aujourd'hui s'est rendu un grand monsieur, respecté dans le monde. Vous voyez, donc Fally Ipupa, big up à toi. Si un jour tu vois cette vidéo, tu m'as vraiment beaucoup motivé dans mon parcours d'artiste et tu es une grande inspiration pour moi. Il y a Kanye West qui, dans mes années quand j'ai commencé à clubber et que j'ai commencé à sortir, Kanye West était un grand inspiration pour moi du côté occidental de ce monde. Quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, à lire son histoire, il était un beatmaker pour Jay-Z. Au début, il faut savoir que quand il était beatmaker, lui, il savait qu'il pouvait rapper, mais quand il a été signé à Rockefeller, ben, en fait, eux, ils ne le considéraient pas comme rappeur. À Rockefeller, à cette époque-là, Jay-Z, c'est le the main of the situation. Vous voyez, donc Kanye West comme Fally, ben, c'est à peu près la même histoire en fait. Des gens, pour Fally, lui joue de la guitare, donc il a toujours ses petites mélodies, ses petites paroles. Euh, Kanye West, c'est la même chose. Il s'est inspiré des grands musiciens de l'époque de la Motown. Et il a commencé à sampler ces gens-là et il a redonné de vie à certains sons. Et lui-même, il a été un très grand précurseur dans le monde de la musique. Il a beaucoup d'enfants, comme on dit. Ça, c'est du côté anglophone. Je vous ai parlé du côté du Congo. Maintenant, du côté du monde francophone. Dans le monde francophone, il faut savoir que moi, j'écoutais beaucoup de rap français étant jeune. Et il y avait Psychiatre de la Rime avec Alonso et Soprano, qui était un groupe avec une plume incroyable qui parlait des sujets qui sont encore relevant aujourd'hui. Il y a Suprême NTM avec Joey Star à cette époque, à la grande époque de Suprême NTM. Ben, c'était un grand groupe qui cassait les barrières en France, qui cassait les codes, qui revenait avec un son nouveau et qui parlait encore à la jeunesse. Et mon dernier modèle, c'est Michael Jackson, qui est le premier artiste afro-descendant ou afro-américain qui passe à MTV, je pense. Donc à cette époque-là, il faut savoir qu'il y avait juste des artistes blancs qui passaient à MTV. MTV, peut-être je me trompe de chaîne, mais c'est le premier artiste qui passe un vidéoclip. Et il faut savoir aussi qu'il y a certains clips qu'il a fait qui sont des clips iconiques. Que lui-même, il a mis l'argent, il a payé les acteurs pour apparaître pour réaliser ses vidéos. Donc parfois, il faut croire en soi-même et encore mettre son propre argent euh, en avant parce que tu crois en toi, car tu crois à tes projets. Il a mis son propre argent. Donc Michael Jackson, moi je suis un grand fan aussi d'histoire et quand je vois tous ces artistes-là, leur parcours de vie, qui pour eux aussi c'était quand même assez difficile, ben, ils ont pu en faire quelque chose, ils ont persévéré, ils n'ont pas écouté les gens autour de eux leur dire que c'était impossible, ils ont juste continué à faire ce qu'ils avaient à faire en fait. Ils ont cru en eux-mêmes et je vous dis, une des choses que j'ai appris de ces gens-là, c'est que si vous ne croyez pas en vous-même, ben, en fait vous allez aller nulle part. Et je pense que c'est la clé numéro un de leur succès, c'est qu'ils ont cru en leurs rêves, ils ont cru en eux-mêmes. Donc ça, c'était pour mes inspirations, ce qui inspire Osayo Moko, ben, dans la musique, comme je vous ai dit, le violon, Bayuda, Fally, Kanye West, Psychiatre de la Rime, Suprême et Michael Jackson qui peuvent être en top, les tops artistes et musiciens qui ont bercé ma jeunesse et qui ont été une inspiration pour moi. Et maintenant, mes inspirations dans le monde du dessin, dans le noir et blanc, dans le papier crayon, ben, il y a Katsuhiro Otomo, qui est le dessinateur de Akira, qui est un dessin, un film, un manga japonais qui a été adapté en film animé et que j'ai regardé au moins 10 fois tellement ce film avait de l'impact pour moi. Chaque carré de storyboard, chaque scène était une œuvre d'art en soi. Tellement le film a bien, l'animé a bien été adapté, ça m'a motivé à continuer à dessiner parce que c'était du dessin, c'est des affaires des années 80, mais c'était dessiné. Aujourd'hui, tu le regardes, ça a encore de la valeur, c'est encore dans les codes du temps. Donc, encore des gens qui étaient bourrés de travail, des acharnés de travail, qui étaient passionnés, qui ont mis leur famille en jeu, qui ont mis leur vie
amoureuses en situation d'échec parce qu'ils étaient passionnés pour laisser une œuvre qui allait marquer des générations, qui allait marquer des enfants comme nous. Akira, c'est quelque chose que je considère à tout jeune artiste visuel, artiste, graphic designer, infographe, graphiste, euh, animateur 3D, de regarder. Vous devez étudier ces genres de personnages et étudier l'œuvre, mais aussi aller chercher de l'information sur qui est derrière ces œuvres et ça va vous donner une idée ou un guide sur comment travailler. La prochaine personne, c'est Eiichiro Oda de One Piece, qui a commencé One Piece en 1999, en fait, et qui lui est un autre bourreau de travail et qui en fait même jusqu'à l'excès. Vous voyez, il dessine et on est en 2026. Sachez-vous que One Piece a commencé en 1999, qui a été adapté en 1999, qui est sorti sur One Shot. Donc depuis 1999, ça fait 27 ans. Le gars continue. One Piece est encore en cours d'écriture. Donc, pour les jeunes artistes qui viennent d'arriver, qui ont un 5 ans ou un 10 ans et qui pensent qu'ils ont trop déjà donné, qu'ils ont trop sacrifié, ben vous avez en fait rien fait, les amis. Parce qu'il faut savoir qu'avant que One Piece sorte, je pense qu'il y a 2 mangas qui sont sortis avant, qui ont eu un petit succès, mais c'est au 3e manga en fait que One Piece a décollé. Donc dites-vous bien que le gars a peut-être 35 ans de travail de dessin, plus les années où il a dessiné en tant que jeune garçon. Et 40 ans presque de travail pour 25 ans de succès. Et dites-vous bien que Oda, c'est pas un artiste qui, euh, qui est dans les tabloïds et qui est dans le mainstream et qui poste ses feats et qui poste ses petits dessins. Non, il dessine dans son petit bureau et il colorie lui-même et il influence le monde à partir d'un petit bureau. Vous voyez, parfois, vous n'avez pas besoin de autant d'équipement, en fait, pour impacter le monde. Vous avez besoin de croire en vos idées encore et de juste vous appliquer, vous perfectionner, jusqu'à quand des gens vont remarquer votre talent et ils vont croire en vous et ils vont vous pousser. Euh, il y a un 3e grand dessinateur, pour vous dire, ça c'est 3 artistes japonais. Il y a Akira Toriyama qui a fait Dragon Ball Z et que lui, il a vraiment bercé mon enfance. Parce que dès l'âge de 4-5 ans, moi, j'ai regardé Dragon Ball Z souvent avant d'aller à l'école devant avec mon bol de céréales. Et DBZ, c'était une histoire incroyable. Et comment dire, il était déjà dans le futur. Ça racontait une histoire avec le temps, maintenant que tu comprends les inspirations qu'il avait pour créer le monde des Super Saiyans et les, 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 les boules de cristal et avec le grand dragon et tout ça. Étant petit, mon comment dire, mon savoir sur ce que j'ai maintenant parce que j'ai grandi, j'ai maturé, donc je comprends un peu plus de choses. Mais à cette époque-là, je voyais juste des images, je voyais de l'action, je voyais une narrative, quelque chose qui me permettait encore de rêver quand tu étais petit. Donc Akira Toriyama, je savais même pas c'était qui en fait quand moi je regardais Dragon Ball Z. C'est vers l'âge de, de, de 18-19 ans que j'ai commencé à m'intéresser à qui sont les auteurs derrière certaines œuvres, que j'ai compris que ces gars étaient encore des acharnés de travail. Il y a une autre personne, un autre artiste qui est un peu moins connu du grand public, qui est un peintre allemand, Wolfgang Beltracchi, si je me prononce bien, qui est un grand peintre allemand, mais qui est reconnu pour être un grand faussaire. Donc lui, il faisait ses propres œuvres qui n'étaient pas très reconnues et qui valaient pas vraiment grand-chose. Et il a réalisé que s'il voulait vivre de ses œuvres d'art, il devait peut-être copier les grands artistes. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans des manuels de peinture, il cherchait certaines des grandes œuvres qui étaient peut-être perdues ou qui avaient été disparues et tout ça. Puis en fait, il recopiait ses œuvres à la perfection. Et il a même pu en fait duper certains grands, comment dire, certains grands évaluateurs d'art. Il a réussi à les duper parce qu'il pensait qu'il avait trouvé avec un de ses collaborateurs qui racontait des histoires de « Ah oui, on a retrouvé ça dans une maison d'un milliardaire, nanana. » Et en fait, il a vécu certaines de ses œuvres comme ça. Et il copiait des grands artistes. Et il a été reconnu pour ça. Il a été même passé en cours, dans une cour européenne pour avoir été un faussaire et il s'est fait attraper un peu bêtement.
Vous allez taper Wolfgang Beltrachy en fait et vous allez comprendre l'histoire de ce monsieur en fait. C'est un peu un sample artist mais avant l'heure en fait, qui avait compris que faut s'inspirer parfois pour gagner sa vie. Et du côté musique, comme Kanye West ou comme Fally, qui en fait eux s'inspirent aujourd'hui de certains artistes, ben lui il a fait de la même chose, mais il s'est pas juste inspiré, il a complètement copié pour vivre en fait. C'est incroyable hein, de copier à la perfection parce qu'il faut déjà copier, mais il faut bien copier. Il faut que les coups de pinceau aillent dans le bon sens. Donc ça c'était pour un peu c'est tout ce qui est visual artist, dessin, peinture. Ça c'est mes goats du dessin et de la peinture, sachant que moi j'aime pas la peinture. Il m'a beaucoup impacté, mais moi j'aime pas la peinture. Ben, peut-être plus tard, mais moi j'aime pas faire de la peinture. J'aime vraiment le dessin, crayon, papier. Donc, dans mes autres inspirations de Osayo Moko, il y a la vidéo et dans le film. Déjà, pour citer un, un grand vidéoclippeur français, il y a Chris Macari, qui a travaillé avec, je pense, Booba pendant longtemps, qui m'a beaucoup inspiré. Parce que déjà vers 18-19 ans, quand tu vois les débuts Chris Macari, je me disais, je ne connaissais pas c'était qui, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment encore les réseaux sociaux comme maintenant. Donc à chaque fois, je voyais son nom dans plusieurs clips, et souvent avec Booba, je me disais, waouh, il est trop fort ce mec. Et maintenant qu'il est passé à CKO avec Chris et Balou, ben, j'ai pu en apprendre encore beaucoup plus sur lui en fait. Et il est revenu sur certaines anecdotes de son passé quand il travaillait avec Booba et les épreuves qu'il a dû passer pour nous pondre ses clips de malade. C'est incroyable en fait. Il y a Director X qui est encore un vidéographe canadien qui lui aussi qui est né en Ontario au Canada. Et Director X, il a travaillé avec Sean Paul, il a travaillé avec DMX, il a travaillé avec R. Kelly. Il a travaillé avec beaucoup de grands artistes. Il a fait des clips vraiment mémorables. Et voilà encore une autre histoire qui n'était pas facile pour un artiste canadien de s'imposer dans le monde américain, des grands labels de cette époque, dans les années 90-2000, qu'on te fasse confiance, toi, un jeune métis euh, entier, je pense, et qu'on te fasse confiance avec tous ces grands artistes. Donc, il faut avoir beaucoup de confiance en soi, en fait, pour réaliser ces genres d'œuvres. Ça, c'est pour ce qui est dans les vidéoclips. Dans ça qui est film, il y a George Lucas de Star Wars, qui est un. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous expliquer qui est George Lucas, qui est genre Star Wars? Vous-même, vous comprenez, mais moi, je suis comment dire, un grand passionné d'éducation. Donc, j'aime bien faire mes devoirs et être éternel étudiant. Donc, je suis allé voir comment il a commencé sa carrière. Il allait dans quelle école, il a réalisé quel film, il connaissait qui à cette époque, à quelle année il a fait Star Wars, à quelle année il a eu l'idée d'écrire l'histoire. C'est quoi ses inspirations pour écrire Star Wars? Et dites-vous bien que Star Wars, c'est un phénomène global, mondial, connu dans le monde entier. Donc, pour moi, un étudiant que je suis, donc ça a été une grande inspiration pour moi. Il y a Stanley Kubrick, qui est un personnage que j'ai découvert vers ma mi-vingtaine, qui a fait 2001 Space Odyssey, que j'ai pas regardé quand c'est sorti, mais que j'ai regardé plus tard et que j'ai trouvé très très impactant dans sa façon de créer les scènes, la structure de ses vidéos, de comment raconter ses histoires. Et lui, dans le peu de dialogue qu'il y avait dans ses histoires, tout était raconté dans chaque scène. Chaque scène était comme un tableau avec une direction, avec un cadrage spécial. Et il avait vraiment une vision incroyable dans ses vidéos, ce monsieur. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop kiffé ce monsieur. Stanley Kubrick, il a quelques films, Eyes Wide Shut, qui est un film quand même qui l'a valu quelques problèmes en fait. Parce qu'il a. Allez voir, allez voir. C'est pas à moi de développer cette histoire où qui est Stanley Kubrick. Dernier, il y a Quentin Tarantino avec Kill Bill, qui est une œuvre incroyable de cinéma. C'est une œuvre artistique incroyable. Euh, les différences de couleurs, les personnages, les, les angles fixes, les angles en mouvement, tout était pensé à l'avance. Tout était, comment dire,
tout était pensé, tout était travaillé, rien n'était laissé au hasard. Donc c'était des gens super minutieux, super attentifs aux détails, parce qu'ils savaient exactement qu'est-ce qu'ils voulaient montrer aux gens, en fait. Vous comprenez à quel point tous les gens que je viens de vous nommer, euh, leur art était destiné au grand public et ils savaient se mettre une certaine pression et une certaine après se mettre une certaine pression, ils savaient le niveau d'exigence qui faisait en sorte que ils pensaient que les spectateurs les plus aguerris devaient les comprendre. Comprenez? Donc c'est pas il faisait un film pour lui-même et pour son plaisir, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, quand vous donnez un budget par la maison de production ou par, euh, une boîte de réalisation, il mettait votre carrière en jeu. Donc ça venait avec beaucoup de stress. Et à cette époque-là, le risque était encore pris. Mais moins que maintenant, mais ils prenaient des risques d'investir dans ces gens-là, des millions de dollars avec des artistes connus pour faire des films, des grands films. Donc c'est ça pour tout ce qui est films et vidéos, clips de musique qui étaient mes inspirations. Et maintenant, je vais rentrer dans ma dernière catégorie, qui est la quatrième catégorie de mes inspirations. Ben, c'est dans le monde de la mode, dans le fashion, dans la fashion victime, dans le streetwear, comme on dit en Amérique. Donc il y a déjà Bape avec Nigo, encore une fois, étudiant que je suis allé voir c'était qui. Il a travaillé avec Pharrell. Aujourd'hui, il a Human Made qui vaut des millions de dollars. Donc à cette époque, un japonais fan de streetwear et de fashion américain qui s'inspire, sa technique de comment il faisait pour sortir ses vêtements, comment c'était quoi ses inspirations, comment il a commencé, où il a commencé à travailler, et dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore trop les réseaux sociaux. Donc, fallait arriver dans une boutique, fallait passer en magazine, fallait tomber sur les bonnes personnes, fallait avoir les bonnes stratégies. Nigo, big shout out à toi, et Bape. Il y a Karl Lagerfeld, que lui, c'est plus dans le charisme, dans son esthétique, dans sa façon de se présenter, que lui a été un grand moment le directeur artistique de la maison Chanel. Il a fait des silhouettes incroyables. Ce monsieur, sa vie, c'est incroyable. Fils de roturier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, avec sa maman, toujours carré, toujours propre, toujours bien soigné. Il m'a fait comprendre que ton image est très importante. La première image que tu donnes aux gens est très importante. Beaucoup de gens aujourd'hui euh, véhiculent une image, mais en plus de l'image, il a un fond, ce qui est aussi très important. Donc, il te donne déjà cette affaire de haute société dans sa façon d'être présenté, plus ce background très strict qu'il avait durant l'enfance, qui a fait en sorte que pendant toute sa vie, ça l'a aidé à persévérer et à influencer le monde. Karl Lagerfeld, il y a Virgil avec Off-White, qui lui est un ingénieur de formation, qui a fait qui a fait un bac, je pense, aux États-Unis, si je ne me trompe pas, en ingénieur, non, en non, architecture. Désolé. Il a un baccalauréat en architecture, mais toujours artiste dans ses heures perdues. Je pense qu'il est d'origine ghanéenne ou nigérienne. Donc à ce moment-là, il a pris sa passion entre ses mains et il a créé Off-White. Et avant Off-White, en fait, il a été directeur artistique de Kanye West. C'est lui qui a fait l'album de Yeezus. C'est lui qui a fait la conception de l'album Watch the Throne. C'est lui qui était responsable du merchandising de Kanye West à ce moment-là. Donc, lui et Kanye West, ils ont fait un internship chez Prada, je pense, si je ne me trompe pas, à Milan. Et jusqu'à quand lui, il a eu le poste de directeur artistique chez Louis Vuitton. Il est mort très jeune quand même, à 40 ans, qui a été une grande influence pour les 10 dernières années qu'il a pu nous influencer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, Virgile Abloh, RIP à toi. Tu as influencé toute une génération qui sommes nous. Malgré que tu n'as pas une aussi longue carrière, ben, en peu de temps, si tu es un bourreau de travail, tu peux influencer les gens. Il y a Yoji Yamamoto, un autre japonais. Il faut savoir que je suis beaucoup influencé par les japonais parce que c'est des bêtes de travail.
Quand vous pensez qu'ils travaillent, ben, eux, ils travaillent plus que nous, hein. Et Yohji Yamamoto qui a fait Y3 en fait et qui a fait une grande collaboration avec la ligne Adidas en fait, ben, lui aussi, grand couturier qui a pu imposer sa vision futuriste et avant-gardiste à la mode et qui est resté très autonome à sa vision et qui n'a pas été vraiment influencé par les autres et qui a vraiment marqué une époque. Et moi, en tant que jeune immigrant congolais, je vous dis que dans ma communauté, Yohji Yamamoto, c'est quelqu'un. Beaucoup de gens ne savent même pas c'est vraiment qui, ou s'il passait dans la rue, ils n'allaient même pas le reconnaître. Mais les pièces qu'il nous a laissées, les souliers, les pantalons, les vestes, les trench coats que ce monsieur a laissés, ces gars-là, il y en a qui se coupent les veines pour du Yohji Yamamoto. Kanye West encore. Kanye West, en plus d'être dans le monde de la musique, c'est dans le monde du fashion, de la mode. Il a pu s'imposer parce que lui, il a brisé aussi une barrière qui était qu'un musicien ne peut pas être un influenceur ou un directeur artistique et s'imposer dans la mode. Et quand il a sorti ses Yeezy avec la collaboration avec Nike, c'est là qu'on a compris en fait que ce monsieur était quelqu'un d'influent. Faut savoir que quand il était avec Nike, ils n'ont pas voulu le signer en tant que il voulait le même deal il voulait le même deal que les athlètes en fait. Parce que lui, il considérait que comme il était sur stage pendant 1 heure et plus et qu'il sautait et qu'il se bougeait à gauche à droite, ça procurait une certaine visibilité à Nike. Et quand Nike n'a pas voulu lui donner ce deal, ben en fait, il a quitté Nike. Il allait chez Adidas et c'est là qu'il a fait les Yeezy 350 et tout le reste et qu'il a créé Yeezy en fait, qui est la marque, qui, qui est une marque complètement à côté de Nike et de Adidas parce qu'avec la liberté d'expression qu'il voulait avoir, en fait, il ne pouvait pas dire certaines choses, sachant qu'il était dans des grosses corporations. Donc, en essayant de faire sa propre Yeezy, son Yeezy brand avec Adidas, ben, en fait, Adidas l'a donné un peu plus de liberté d'expression. Et moi, je pense encore qu'avec l'argent qu'il avait, il devait investir pour créer vraiment une marque à lui tout seul. Peut-être en moins grand. Et j'ai toujours eu ce problème. Et quand je discute avec les gens, c'est que je pense que Kanye West, il avait une vision vraiment grande, même un peu trop grande à mon humble avis, et qu'il fallait qu'il se concentre peut-être sur un produit que lui, il maîtrisait et qu'il allait mettre tout son argent dedans et que ça allait vraiment être une marque à lui et qu'il serait vraiment propriétaire sans avoir besoin des grandes compagnies qui étaient déjà établies parce que lui, il voulait faire compétition à ces enseignes, ces grandes enseignes. Sauf que tu n'as pas l'histoire, tu n'as pas le patrimoine, tu n'as pas la crédibilité, mais tu as l'influence, c'est que lui, il avait à cette époque-là. Et s'il avait peut-être misé sur son influence, qui sait, tu vois, il a fait ce qu'il avait à faire et il est quand même la personne qu'il est. Il a donné l'influence qu'il avait, c'était sa fusion, il en a mis. Aujourd'hui, il en paye un peu les prix, mais c'est ça quand tu veux être allié à la corporation. Donc, Kanye West m'a aussi appris que quand tu joues avec l'argent des grandes corporations, ben, tu n'es pas vraiment autonome dans ta direction artistique. Donc, mes motivations, c'est toujours été de laisser une trace sur la Terre, laisser une œuvre assez grande, assez complexe, assez marquante, comme tous les artistes que je vous ai nommés, comme tous ces artistes qui me ont inspiré. Donc moi aussi, je veux inspirer à mon tour, prendre ce que les gens ont laissé, les gens qui m'ont inspiré, marcher sur leurs pas, et en fait, après marcher sur leurs pas, moi aussi que les gens puissent les marcher sur mes pas. C'est une œuvre d'une vie que je suis en train de laisser. En plus de ce que je suis en train de laisser avec Indigène et dans le monde de la vidéo, du 7e art, comme j'aime l'appeler, ben, c'est me donner une certaine forme d'expression, une certaine forme de liberté pour pouvoir motiver des gens à croire en eux. Donc, c'est ça que je fais un peu chaque jour. C'est ça que j'essaie d'inspirer certaines personnes autour de moi qui doivent croire en eux, en fait. Et s'imposer et ne pas attendre que quelqu'un leur prenne et leur dise « Oh ouais, t'es tellement incroyable, bien, je vais tout miser sur toi. » C'est de plus en plus rare en ce moment. Les compagnies payent de l'argent et de gros argent pour en fait être guidé sur qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Et si on veut briser un peu cette dynamique, il faut faire ses propres choses, il faut créer, il faut prendre des risques. Et ce que je suis en train de constater, même dans le monde de la musique et dans l'art en soi, c'est que les compagnies ne prennent pas de risques, en tout cas dans ce qui est les corporatifs,
mais les compagnies qui sont niches ou les artistes qui ont compris qui était leur niche, ils sont en train de nous donner des œuvres et des pièces de vêtements quand même assez incroyables. Il faut juste chercher et vous allez trouver. Donc c'est ça, je vais être inspirer les jeunes, laisser une œuvre d'une vie et surtout aussi montrer aux gens comment vous pouvez faire en sorte pour prendre tout ce qui est de négatif dans vos vies et pouvoir l'alchimiser et prendre toute cette peine que vous avez, cette énergie négative, tous ces pleurs, ces nuits seules en fait, les mettre dans quelque chose qui vous passionne et vous dire que c'est la seule chose qui compte et que vous aussi vous pouvez inspirer les gens par votre comment dire, comment vous avez grandi, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi les dons, parce que Dieu donne à tout le monde un don, donc il faut le plus vite on remarque c'est quoi son don, le plus vite on peut s'imposer, le plus vite on peut impacter. Donc c'est ça aussi, comment alchimiser tous les moments difficiles de la vie dans vos œuvres et parler un peu de son histoire pour pouvoir soutenir les artistes autour de vous, qui est dans mon cas en fait, moi ce que je veux avec Osayo Moko, c'est créer une communauté en partant du Québec, de Montréal surtout, de créer une communauté d'artistes qui sont... Pour finir, on va finir sur Osayo Moko, qui a été créé en 2017, donc 9 ans. On va sur la 10e année, dans 6 mois. Déjà, mon processus de création, c'est que je m'inspire à peu près de tout ce que je vous ai dit. Et je dessine à la main pour la plupart du temps qu'est-ce que je vais réaliser. So, je dessine à la main, feuille, crayon, je dessine un peu, je peaufine un peu mes designs à la main. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je les numérise dans une imprimante. Et tout de suite après, je passe au Photoshop. Avec Photoshop, je passe au produit final en noir et blanc. Et à la fin, je mets la couleur et je parle de l'organisation ou de comment le chandail va finir en tant que produit final. Et tout ça se passe sur Photoshop, ce qui vient du fait que mon expérience avec les années que j'ai appris à Antique en termes de animation, non, en infographie en fait, la maîtrise de Photoshop que j'ai vient de là. Donc c'est là un peu le tunnel de création que j'ai, c'est que tout est dessiné à la main. Après, tout est assemblé et numérisé, retouché et fini sur Photoshop et assemblé sur un t-shirt et composé sur Photoshop. Et faut dire que les premières années de Osayo Moko, j'imprimais, donc j'ai acheté le matériel, j'ai acheté imprimante, j'ai acheté une presse, j'ai acheté de l'encre et j'imprimais en essai-erreur avec YouTube University, comme j'aime appeler. Et avec YouTube University, j'ai un peu vu comment les choses fonctionnaient, comment faire en sorte que tu puisses faire une impression de qualité en fait. Donc je suis passé à travers beaucoup de essais-erreurs. Donc j'ai beaucoup échoué parce que en fait, j'avais pas les moyens de tout de suite commencer à payer quelqu'un pour imprimer. Les seules personnes que je connaissais autour de moi qui voulaient ou qui pouvaient m'imprimer ça, ils me parlaient des $30 à $40 par t-shirt. Donc je me suis dit que si j'avais moi-même mon propre matos, ça allait être beaucoup plus facile et ça allait être beaucoup plus rentable. Sauf qu'avec le temps, je me suis aperçu que ça allait prendre beaucoup de temps en studio seul, où je devais m'appliquer et avoir une certaine dextérité, une marge de manœuvre pour assurer une qualité de t-shirt euh, qui allait me prendre beaucoup de temps et d'argent. En fait, j'ai vraiment en fait appris des erreurs et ça m'a coûté beaucoup parce que je voulais vraiment faire le processus du début à la fin moi-même, qui allait être un des pourquoi je vends mes chandails à un tel prix ou tel prix, tel prix. Sauf que j'avais non plus pas de la crédibilité à cette époque-là. Et le logo Osayo Moko que vous voyez aujourd'hui, ça fait même pas un an qu'il est dehors. Parce qu'avant, j'avais un autre logo. J'avais complètement un autre logo que j'étais pas vraiment fan, mais que je trouvais assez potable parce que pour moi, le but, c'était que mes œuvres et mes dessins soient mis de l'avant et pas le logo. Et ça, c'était une de mes premières erreurs, mais que je devais en fait passer par là en fait. Et c'est seulement dans la dernière année que j'ai arrêté parce que il y a 2 ans, j'ai eu ma fille. Et dans ces 2 dernières années, ben, je me suis remise en question beaucoup. Et en fait, à ce moment-là, avec mes inspirations et qu'est-ce qui se passait dans ma vie et avec Indigène sur le côté et ma compagnie,
j'ai donné beaucoup plus d'importance à ma petite famille et à Indigène Production. Et je me cherchais dans qu'est-ce que je veux faire avec la suite de Osayomoko. Et c'était pas du tout connu, j'avais pas payé de marketing, je faisais pas de photoshoot, je faisais rien du tout dans le cadre de donner de l'exposition à mon brand. Parce que j'étais vraiment concentré sur qu'est-ce que vaut, ou pas qu'est-ce que vaut, mais quelle image je voulais donner aux gens à ce moment-là. Donc, je me cherchais encore. Et pendant 5, 6 ans, je me cherchais en vérité. Donc, j'avais encore cette idée de mettre en avant ces inspirations que j'avais, ces dessins avec beaucoup de couleurs. Et j'avais une dizaine ou une vingtaine de dessins différents que j'avais faits. Bon, avec le temps et en regardant le marché, je me suis dit pourquoi je ne me mettrais pas à, à créer un logo percutant que les gens vont pouvoir reconnaître, que les gens vont pouvoir voir et qui vont directement assimiler ça à ma personne. Il faut savoir qu'au début, aux Ayomoko aussi, je voulais pas que ça soit que mon visage soit reconnu comme le créateur de Osayomoko. Je me disais que, ok, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Osayomoko devant, ça va être les œuvres qui vont parler pour moi. Mais il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, les gens sont vraiment intéressés sur qui est le créateur. Les gens cherchent de s'associer à un brand qui a une certaine crédibilité, qui a un certain message. Et c'est seulement il y a quelques temps que je me suis dit, bon, Kenzo, il va falloir que tu t'y mettes en fait. Il va falloir que tu t'exposes, il va falloir que tu prennes part ta parole, il faut que tu fasses confiance à ta vision, faut que tu montres aux gens d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce qui t'inspire, pourquoi tu fais ça, la raison derrière tout ça. Et c'est là en 2025, je dessine ce logo et qu'il y a au moins 2 ou 3 versions de ce logo. Au début, il est beaucoup plus rond. Il n'y a pas le Yomoko à l'intérieur. Le premier logo OSA, c'était juste un OSA sans Yomoko. Le nom du brand était complet, mais le logo était, on va dire, incomplet à ce moment-là. Donc, c'est là où je suis sorti avec ce logo et que j'ai décidé d'en mettre en grand parce que une de mes catchy phrases que j'aime dire, surtout que je la dis souvent en anglais, c'est que the white t-shirt, donc le t-shirt blanc, c'est it's the new canvas. C'est white t-shirt is the new canvas, le t-shirt blanc et le nouveau cadre, le nouveau tableau. J'ai gardé cette même formule et là, mon but, c'est de vraiment imposer ce logo. Et, Et en imposant ce logo, je pense qu'avec le temps, je veux pouvoir imposer ma signature en tant qu'artiste, ma façon de composer, ma façon de venir avec certaines idées. Euh, J'aime bien dire que je fais un peu du Kanye West dans mes œuvres, parce que je prends des inspirations qui sont déjà connues et je les remets au goût du jour. J'aime vraiment, Osayomoko aussi, ça veut dire tu es seul en Lingala. Donc, tu es seul, il y a toute une vision derrière ça. Et derrière cette vision, je vais montrer aux gens en fait que par vous-même vous êtes capable, par vous-même vous pouvez créer, par vous-même vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens pour être. Donc c'est déjà ça un peu aux Ayomoko. Et après, c'est vraiment ma personne qui donne aussi de plus en plus de la vision à ce tu es seul, à ce Osayomoko. Je veux mettre beaucoup ma culture congolaise en avant dans Osayomoko. Ça va être très important pour moi de prendre la richesse du Congo, la richesse artistique et culturelle du Congo et la mettre dans mes œuvres, dans mes graphic design. Et avec le temps, je veux vraiment imposer ce logo que vous voyez dans toutes mes œuvres. Et je veux repartir, si vous avez déjà vu mes anciennes collections, vous êtes déjà tombé dessus parce que j'ai quand même effacé une partie de ces œuvres-là. C'est que qu'est-ce que je faisais, c'est que il y avait toujours le gros design que je faisais en avant avec le petit logo Osayomoko en arrière. Et c'était seulement imprimer 10 copies à la fois. Mais qu'est-ce que j'ai décidé de faire en termes de stratégie en ce moment, c'est que ce chandail-là, en fait, ça va être un chandail universel, intemporel, qui va peut-être être revisité, mais que je vais vendre à tout le monde et que je vais essayer de vraiment pousser au maximum. Il va avoir des collections limitées, mais je vais essayer de vraiment faire un truc grand public, toucher les masses. C'est vraiment ça mon idée en ce moment, vraiment sortir de ma petite personne et de ma stabilité, de mon confort et de m'imposer vraiment dans ce monde du streetwear
Et moi, j'aime appeler ça du afro streetwear parce que Osayo Moko, je me considère vraiment comme un digne fils de l'Afrique. Et donc, je veux mettre en avant ce brand que pour moi, c'est un brand à héritage afro-descendant. Donc, je vais finir par ça quand même. C'est que je pensais pas que ce live allait autant durer. Je pensais que ça allait être une histoire de moins d'une heure. Et là, je suis presque rendu à 1 heure et demie. Donc, c'est ça qui est Ozayonko. Tout ça va être sûrement réenregistré, coupé en plusieurs parties. Et je vais pouvoir développer avec les gens et en temps et en heure. Et vous allez pouvoir suivre en fait de plus en plus mes lives. Je vais faire surtout des lives quand vous allez me voir dans mes productions ou dans mes shows ou à la radio ou dans mes différentes sorties, habillé toujours avec mon fameux chandail Osayo Moko. Et en plus de Osayo Moko, tu es seul, je veux mettre en avant le fait de ne pas avoir peur de briller. Et je vais utiliser 3 secteurs clés pour reprendre ce message, qui est la musique, la mode et le sport. Et combiner ces 3 choses-là, en fait, va faire en sorte que vous allez pouvoir voir en fait mon lifestyle et mettre en avant encore ce logo et cette vision d'artiste que j'ai. Donc, mon lifestyle en tant que réalisateur de vidéos, c'est que je vais avoir un impact en termes de, 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 de direction artistique, de réalisation, de production, prodiguer des conseils aux gens, vraiment donner le plus de conseils, de voir un peu, donner un point de vue différent aux gens, de leurs œuvres, de leur façon de voir la vie et surtout des créateurs dans différents médias, de leur donner de la confiance en fait, ramener ça à eux, ne lâche pas et confiance en toi. Et pour finir en fait, je vais vous donner une petite définition du mot artiste que j'ai trouvé, ou art plutôt, la définition du mot art que j'ai trouvé dans les réseaux et qui en fait englobe bien en fait ma vision et, en tant qu'artiste. C'est l'art désigne toute activité humaine, créatrice visant à produire une œuvre qui s'adresse au sens, aux émotions et à l'intelligence. Et du côté plus philosophique et esthétique de cette marque que j'essaye d'imposer, c'est moi, j'essaye vraiment que Osayo Moko élève spirituellement les gens. On vit dans un monde très matérialiste. Osayo Moko, c'est matérialiste, mais tout ce que vous voyez en ce moment c'est l'œuvre de l'esprit. Et cette œuvre d'esprit que j'essaie d'imposer aux gens, tous les yeux des gens, c'est de voir en fait mon côté créateur. Donc, c'était le premier lab que je faisais. Donc, soyez indulgents avec cette vidéo. Je vais être de plus en plus à l'aise à parler devant vous. Dites-vous bien que avant de faire cette vidéo, j'ai réfléchi pendant longtemps, car c'est peut-être la première fois que je fais. C'est la première fois. D'habitude, je fais des lives, mais je fais des lives de soccer où je joue, où je suis à l'aise. Et vraiment là, faut vraiment que vous compreniez que je suis vraiment en train de m'afficher et de m'exposer. Je suis en train de prendre aussi de plus en plus confiance en moi dans toute autre chose que je fais, dans tout autre projet que je m'impose. Et j'ai vraiment eu un coup et une réalisation euh, que j'ai un impact autour de moi. J'ai une voix à donner aux gens. Donc, à la prochaine. J'aimerais bien faire un petit merci à quelques personnes qui, euh, qui m'ont supporté dans Osayo Moko. J'aimerais dire merci à ma petite sœur, Joël. Shout out à toi d'avoir toujours cru en moi avec mes dessins depuis que je suis petit. Shout out à maman Thérèse qui m'a toujours donné de la force, qui m'a toujours dit de ne pas lâcher, qui a toujours cru en ma vision, malgré qu'elle ne comprenait pas souvent qu'est-ce que je faisais, surtout quand je lui ai dit que j'allais faire de la vidéo et de l'art. Mais aujourd'hui, elle m'appelle le boss. Merci maman pour ce support.
émotionnel, on va dire. Euh, Merci à Jessica, Kofi, le Love Warrior, qui, elle, a amené la confiance que ma mère me donnait à un autre niveau, qui est un grand support moral pour moi, qui est mon premier fan, on pourrait dire. Big love à toi. Et shout out à Brice, qui est mon partenaire de Indigène, qui va voir cette vidéo à un moment donné et qui va pouvoir, à qui je vais montrer cette vidéo et qui va pouvoir comprendre que sans lui aussi, qui est le grand frère que j'ai jamais eu et qui croit beaucoup en moi, qui croit en ma vision. Et c'est important d'avoir aussi des gens plus vieux et plus jeunes que soi autour de soi pour vous donner différentes perspectives dans votre vie. So, shout out à Brice qui a toujours créé en moi, qui a toujours remis en question mes idées et qui j'ai compris que sa façon de remettre mes idées en question était pour moi de m'assurer que ce que je voulais faire était vraiment ce que je voulais faire, qui avait une certaine pertinence parce que il a une certaine façon, une certaine profondeur de me remettre en question et qui fait en sorte que je doute ou je me remets en question à la maison. J'ai une grande rétrospective sur moi-même et shout out à toi. Et et, et la dernière personne que j'aimerais dire shout out, c'est à Kenza. Kenza qui est ma fille, qui a 2 ans et demi aujourd'hui et qui est, comment dire, qui m'a donné beaucoup de force. Maintenant que je suis père, je suis un artiste qui est un papa, qui a beaucoup de responsabilités envers cette petite fille. Donc pour elle, yes, Minimi, et qui arrive avec beaucoup d'énergie, qui a déjà une grosse personnalité et qui me donne de l'énergie et qui me force à avoir un certain impact. Je veux la rendre fière, je veux rendre toute ma famille fière, donc voilà. Donc c'était le premier live. Beaucoup de bisous à vous et shout out aux gens que je connais pas et qui vont avoir encore de l'impact sur moi dans le futur. J'espère vous rencontrer. J'espère que cette petite vidéo va toucher beaucoup de monde et va pouvoir aussi exposer Osayomoko à beaucoup de monde. So, osayomoko.com, Osayomoko sur tous les réseaux sociaux. Euh, je pense que Google, j'ai fait du bon travail, donc Google et Osayomoko, c'est en numéro 1 des tendances. Quand vous tapez Osayomoko sur les réseaux ou sur Google, je suis dans les 3 premiers liens, donc osayomoko.com. Si vous voulez acheter ce chandail, jusqu'à la fin de l'année, il va rester à $30. Donc, on se voit dans la in real life ou dans les réseaux sociaux. Je vous dis bonne journée et à la prochaine.